Et en ce moment, c'est l'anniversaire de Wildfoot. Mais ils ont quand même pas fait de coup spécial gâteau d'anniversaire. C'est pas le... Alors si tu vas sur le lien qu'il est dans la description et que tu utilises le code AstronoYouTube, est 20% de réduction sur tout qu'est-ce que t'as envie sur le site. Sauf le goût gâteau d'anniversaire parce qu'ils en ont pas. C'est pas le... Oh, ordon, hein. Comme c'est une grosse réduction, elle dure encore que aujourd'hui, qu'elle. Alors si tu la veux, le lien il est dans la description. Hopla, sus. Vous connaissez la série de jeux Silent Hill? En gros, c'est du survival horror, un environnement inquiétant, des monstres un peu partout, des ressources limitées et les cauchemars de ton petit frère si tu le laisses jouer. Vous en avez d'autant plus probablement entendu parler que le dernier jeu vidéo de la licence est sorti fin 2024, et devant son succès, un autre est en développement. En gros, le personnage principal reçoit une lettre de sa femme lui demandant de la rejoindre dans la ville de Silent Hill. Le truc, c'est que sa femme, elle est morte depuis plusieurs années. Cette série de jeux a aussi donné un film en 2006. Et si je vous disais que Silent Hill s'inspire d'une ville réelle? Alors attention, les jeux ne s'inspirent pas d'un endroit en particulier. En revanche, Christophe Gans, le réalisateur du film de 2006, a décidé de s'inspirer d'un endroit où l'enfer sort de terre. En 1842, la Locust Mountain Coal and Iron Company achète un terrain en Pennsylvanie dans le but d'y exploiter le charbon qui se trouve dans le sous-sol. À proximité, l'ingénieur minier Alexander Ray fonde le village de Centreville. Sauf que le service des postes indique qu'un autre patelin s'appelle déjà comme ça un peu plus loin, donc le nom change pour Centralia. En 1854, on installe un chemin de fer et 2 ans plus tard, 2 mines ouvrent, puis une autre en 1860, une autre en 1862 et une dernière l'année suivante. En 1868, le fondateur de la ville, Alexander Ray, est assassiné par les Molly Maguires, un gang de hors-la-loi qui fout le bordel dans le coin. L'année suivante, le père Daniel Ignatius McDermott est agressé par 3 membres du gang et maudit la ville, affirmant qu'un jour elle serait rasée et que la seule chose qui en subsisterait serait l'église. Les leaders du gang des Molly Maguire sont pendus en 1877 et les crimes commis par les hors-la-loi diminuent drastiquement. À l'orée du XXe siècle, Centralia compte presque 3000 habitants, mais en 1927, après le pic de production de charbon, l'activité de la ville décline peu à peu. D'autant plus que le krach boursier de 1929 provoque la fermeture de 5 mines de Centralia. Les dernières ferment en 1960. Mais durant cette période, des mineurs de contrebande exploitent les mines abandonnées en faisant un peu n'importe quoi, provoquant l'effondrement de nombreuses galeries. Mais en mai 1962, un incendie éclate dans une mine. Où exactement et pourquoi exactement, aujourd'hui encore, c'est sujet à débat. Est-ce que des pompiers nettoyant un dépotoir clandestin auraient mis le feu? Est-ce qu'un déversement de cendres mal éteintes dans un puits en serait à l'origine? On ne sait pas. En tout cas, le conseil municipal fait état de 2 incendies souterrains dans son compte-rendu de juin, et 5 pompiers sont affectés à la lutte contre ceux-ci. Seulement, déjà combattre un feu souterrain c'est compliqué, mais en plus, l'effondrement de nombreuses galeries à cause de l'exploitation clandestine ne permet pas de toutes les boucher, et le feu reste vif. De fait, l'incendie finit par se propager jusqu'à une veine de charbon majeure. Aujourd'hui, il s'étale sur une surface d'1,6 km² et avance de 15 mètres par an. Compte tenu des réserves du sous-sol, ça donne à cet incendie encore 250 ans pour brûler. Les habitants prennent conscience de la situation dans les années suivantes. En 1979, le maire, qui possède aussi une station essence, jauge le niveau qui reste dans ses cuves. Comme la jauge est chaude quand il la remonte, il décide de descendre un thermomètre qui révèle que l'essence est à 78 degrés. 2 ans plus tard, en 1981, un garçon de 12 ans tombe dans une doline qui se forme sous ses pieds. Une doline, c'est un gouffre qui se forme subitement. Un panache de vapeur chaude et toxique s'élève du trou. Profond de 46 mètres, celui-ci manque d'avaler le garçon, mais son cousin, qui jouait avec lui, le rattrape in extremis. En 1983, le Congrès décide que la ville est devenue trop dangereuse et consacre 42 millions de dollars au relogement des habitants. 1 millier s'en vont et la plupart des bâtiments sont rasés. En 1992, tous les terrains et les bâtiments qu'ils portent deviennent la propriété de l'État.
En 2002, son code postal est fermé. Quelques irréductibles se battirent pour rester et ce droit leur fut accordé, à la condition qu'à leur mort, les terrains reviennent à l'État. Il restait 12 habitants à Centralia en 2005, 9 en 2007 et 5 en 2020. Aujourd'hui, il reste de la ville 6 maisons, 4 cimetières, un local municipal avec un camion de pompiers et l'église Sainte-Marie, qui n'a pas encore été touchée par l'incendie, et où un office est tenu tous les dimanches. Centralia est une ville fantôme en plus d'être la moins peuplée de Pennsylvanie. Son charbon, toujours en feu, laisse échapper des gaz toxiques par les anfractuosités créées par les mouvements du sous-sol. Des gouffres s'y forment spontanément et sans prévenir. Une route y passe toujours, mais un contournement plus moderne existe. Autrement dit, pour finir à Centralia, faut vraiment vouloir y aller. Bon, par contre, l'histoire de la malédiction est évidemment une construction a posteriori qui sonne d'autant mieux qu'aujourd'hui, l'église est toujours debout. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.